Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Dessous de la littérature. Alors aujourd'hui, mes chers auditeurs, auditrices, nous allons embarquer pour un voyage ô combien paradoxal. Un voyage au pays des fées, mais qui nous mènera également au beau milieu d'un complot et d'une histoire d'espionnage. Vous pensez vraiment que c'est incompatible ? Eh bien, c'est sans compter sur la vie de notre truculente protagoniste du jour, Marie-Catherine D'Aulnoy, qui, dans sa vie et dans son œuvre, nous a laissé bon nombre d'aventures. Je parie d'ailleurs que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ce nom, Marie-Catherine D'Aulnoy, mais où diable suis-je allée chercher cette autrice ? C'est vrai que de prime abord, et je suis tout à fait prête à vous le concéder, ce nom sent un peu la poussière tout de même, on va pas se mentir. Et pourtant, je suis aussi prête à parier que lorsque je vous aurai raconté qui elle était, vous lui trouverez un grand air de modernité. Car voyez-vous, Marie-Catherine D'Aulnoy est à l'origine du conte de fées. Elle a été une autrice phare de la fin du XVIIe siècle et elle a fait rayonner dans toute l'Europe des contes bien plus féministes et modernes que ceux que l'on a hérités à notre époque. Sous sa plume, elle dénonçait les mariages forcés et arrangés, elle redonnait une juste place de sujet et non d'objet à ses personnages féminins. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, Marie-Catherine D'Aulnoy a également monté un complot contre son mari, elle a été emprisonnée à la conciergerie, elle a été en cavale en Europe avant de se transformer en espionne. Et puis, elle a fini ses jours justement en tant qu'autrice à succès. C'est en tout cas le programme du jour, mais avant cela, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à me rejoindre sur les réseaux pour partager ensemble les coulisses du podcast et d'autres anecdotes culturelles. Mais tout d'abord, partons sur cette trace pour redécouvrir cet illustre inconnu. Marie-Catherine le Jumel de Barneville, rien que cela, naît en Normandie, à Barneville-la-Bertrand, en septembre 1652. Elle est baptisée le 1er octobre suivant et elle appartient à la petite noblesse normande. Son père, Claude le Jumel, a servi dans les armées de Louis XIV et fréquentait les grandes familles de la région. Elle est donc bien connectée au cercle de pouvoir. Sa mère, Judith Angélique Lecoustelier, est apparentée à une femme savante, Marie Bruno Desloges. Bref, Marie-Catherine naît quand même dans un milieu cultivé, mais comme toutes les jeunes filles de son temps, son destin ne lui appartient hélas pas vraiment. Puisque, à 14 ans seulement, le 8 mars 1666, elle est mariée à François de la Motte, baron d'Aulnoy. Je vous laisse présager du caractère heureux ou malheureux de cette union en vous donnant quelques indices. Petit 1, son âge d'abord. Il a 3 fois l'âge de Marie-Catherine. Sa sulfureuse réputation ensuite. Il est connu pour être un buveur invétéré, mondain certes, mais vraiment porté sur la bouteille. 3. Ses penchants enfin, il est également réputé pour être un coureur de jupons et de pantalons infatigables. Bref, a priori tous les ingrédients ne sont pas réunis pour un mariage tout à fait heureux. Alors que la mère de Marie-Catherine arrange ce mariage pour des raisons financières, il apparaît également rapidement que si le baron d'Aulnoy a certes été fortuné, il dilapide aussi allègrement les revenus du foyer et se montre brutal. Plusieurs sources tendent en effet à indiquer de nombreuses violences domestiques que Marie-Catherine aurait eu à subir. Rien d'étonnant donc à ce que ce mariage soit rapidement un enfer pour notre autrice en devenir, malheureux, pesant, et où la naissance de leurs enfants se fait dans un climat conjugal pour le moins délétère. On reviendra d'ailleurs sur la solution audacieuse que Marie-Catherine mettra au point avec sa mère en seconde partie d'épisode. Et c'est d'ailleurs pour cela que je vais avoir recours ici à une petite ellipse temporelle de 2 décennies pour revenir à Paris en 1685, où Marie-Catherine D'Aulnoy revient après différents voyages en Europe. Retenez simplement qu'elle ne s'est pas résignée et qu'après un complot monté contre son mari, elle a eu une vie digne d'un roman d'espionnage et que nous aborderons ensemble juste après. Son mari, d'ailleurs, dont elle vivait séparée depuis fort longtemps, meurt vers 1700, ruiné, après avoir dissipé leur fortune et même tenté de la déshériter. Mais Marie-Catherine conserve malgré tout une situation financière suffisante pour vivre décemment, et à partir de 1690, eh bien ma foi, elle s'installe dans le faubourg Saint-Germain, c'est-à-dire en plein cœur de Paris, et ouvre un salon littéraire. Un salon discret, à la décoration sobre, mais qui va rapidement devenir prestigieux. On y croise des noms comme Madame de Murat, Marie-Jeanne l'Héritier, la princesse de Conti, Antoinette des Houlières, des femmes de lettres, d'esprit, de pouvoir, dans ce qu'il est convenu d'appeler la seconde préciosité, du nom des salonnières du courant des précieuses. Contemporaine de Madame de Lafayette et de Madame de Sévigné, Marie-Catherine D'Aulnoy s'impose également comme une figure du monde intellectuel parisien et
Et puis, elle écrit. Sous couvert d'anonymat, certes, mais finalement, ça devient vite un secret de polichinelle. Elle va d'abord publier des mémoires et des récits inspirés de ses voyages, mémoires de la cour d'Espagne, relations du voyage d'Espagne, mémoires de la cour d'Angleterre, etc. Ces textes prennent souvent la forme de longues lettres adressées à une cousine imaginaire et mêlent observations politiques, anecdotes de cours, et parfois une bonne dose de fiction. Mais, ce sont surtout ces contes de fées qui vont la rendre célèbre. Et pour le comprendre, je me permets de replacer un tout petit peu les choses, en l'occurrence ces contes, dans leur contexte, à savoir un contexte historique qui bien évidemment n'a rien à voir avec le nôtre. Je vous l'ai dit, Madame D'aulnoy a ouvert un salon littéraire qui était à la fois, à l'époque donc, un lieu de rendez-vous des gens lettrés, une manière de s'imposer dans la société par ce que Bourdieu appelait le capital culturel, mais aussi un refuge de liberté et d'esprit pour les femmes qui n'avaient à l'époque pas de possibilité d'obtenir des fonctions officielles et publiques telles que, par exemple, Molière ou Corneille avaient pu l'obtenir auprès du roi. Ça signifiait donc pas de protection royale, pas de revenus, ni d'autorisation à écrire étant donné qu'elles étaient priées de se tenir en dehors de la sphère publique. Ce qui fait qu'ainsi, les femmes qui aspiraient à faire œuvre d'esprit et de lettres devaient se retrouver ailleurs et également trouver d'autres vecteurs de diffusion, d'où le salon. Ça, c'est pour le contexte social. Pour ce qui est du conte, il faut également avoir à l'esprit qu'il s'agissait au XVIIe siècle, non pas d'œuvres à destination des enfants, comme aujourd'hui, mais bien d'un divertissement mondain à l'attention des adultes pratiqué sous forme de jeu. Le plus souvent racontés en salon, les contes s'inventaient et se diffusaient par le biais de l'oralité. Madame de Sévigné, avec la verve qu'on lui connaît, disait d'ailleurs que ces contes servaient à, je cite, amuser les dames de Versailles. Le lectorat était donc adulte et plutôt féminin. J'enfonce enfin une porte ouverte, mais c'est toujours bon de le rappeler pour nous permettre de nous projeter par l'imagination dans l'histoire, ou ce pays éloigné comme l'aurait dit Racine, et je vous demande de vous figurer qu'en fait ces jeux d'écriture et quelque part d'improvisation quasiment tenaient lieu de jeux de société. C'était donc une manière cultivée de faire passer le temps autour du feu et de quelques boissons en se réunissant en grand nombre avec plusieurs convives différents. Bien sûr, le conte existait déjà avant Madame d'Aulnoy et circulait bien sûr au sein du folklore, tout comme les fées. Mais ce que Madame d'Aulnoy appose d'original tient à deux caractéristiques. D'une part, c'est elle qui invente le terme de conte de fées. Et d'autre part, elle va mettre ses contes à l'écrit, ce qui, présente une première originalité et surtout contrevient à la règle tacite que je vous ai expliquée auparavant, mais va aussi permettre sa large diffusion en France et en Europe, on va le voir. En 1690, donc, elle insère dans l'un de ses romans un récit intitulé L'île de la félicité. C'est l'un des tout premiers contes de fées littéraires publiés en France et qui va connaître un grand succès. Le genre est lancé. Rapidement, Marie-Catherine publie ses propres recueils. En 1697, les contes de fées, suivis des contes nouveaux ou les fées à la mode, en 1698. Et là, c'est tout simplement un triomphe. Ces histoires s'appellent L'oiseau bleu, La chatte blanche, La biche au bois, Le nain jeune, Finette Cendron, La belle aux cheveux d'or. Elles mêlent princesse, métaphore, enchantement, monstre et fées, mais aussi passions humaines, injustice sociale et critiques voilées ou moins voilées de la société. Contrairement à Perrault qui cherche souvent à moraliser et à adoucir la matière populaire, l'une des raisons pour laquelle lui d'ailleurs restera dans la postérité et non pas elle, Madame d'Aulnoy conserve une dimension plus crue, plus ironique également et parfois même cruelle. Elle se sert du merveilleux pour dénoncer, puisque dans ses contes, les mariages forcés sont des épreuves terribles et réalistes en réalité, les femmes rusent pour survivre, les héroïnes ne sont pas toujours dociles et les figures masculines sont souvent ridiculisées. Son style est marqué par la préciosité, par son goût pour les néologismes, les descriptions raffinées, les tournures inventives. Mais sous cette élégance se cache également une plume mordante, parfois subversive. Bref, elle utilise la féerie comme un masque pour parler du pouvoir, des femmes, des contraintes sociales, de la violence du monde réel. Son talent est rapidement reconnu bien au-delà de la France, puisqu'elle devient la 7e femme admise à l'Académie des Ricovrati de Padoue, en Italie, sous les surnoms de Clio, la muse de l'histoire, et l'éloquente, rien que cela. Un de ses biographes dira même que les portraits conservés d'elle montrent une sémillante et plantureuse beauté. Une femme d'esprit donc et de caractère qui me permet de rappeler un fait que l'on a totalement oublié de nos jours et qui est pourtant important dans l'histoire de la littérature, donc j'insiste. Les contes de fées en cette fin de XVIIe siècle connaissent un succès majeur et sont le premier phénomène littéraire qui s'organise autour de la production littéraire féminine et pour lequel la participation des femmes auteurs, Marie-Catherine d'Aulnoy au premier rang d'ailleurs, est fortement recherchée. Ainsi, l'invention des contes de fées, que l'on restreindra plus tard à un auteur, Perrault, en France, doit son origine et son invention à des femmes qui l'ont porté à ses débuts, et parmi lesquelles donc notre très chère Madame d'Aulnoy tenait une place prépondérante.
C'est elle qui initie le genre, je l'ai dit, et qui contribue à faire rayonner le conte de fées partout en Europe. Et d'ailleurs, pendant plusieurs décennies, le succès de ces contes eh bien, se reconnaît déjà au nombre des rééditions de son œuvre, qui est largement supérieur à celui des œuvres de Perrault en France et à l'étranger, et également à cette petite anecdote que j'aime beaucoup. En Angleterre, ce sera d'ailleurs par son nom à elle que l'on désignera les contes là-bas. C'est vous dire sa renommée. Pour la résumer, Fortuné Briquet, dans son dictionnaire historique, littéraire et biographique des Françaises et étrangères naturalisées en France, paru en 1804, dira d'elle: s'il est vrai qu'Homère avait emprunté pour plaire la ceinture de Vénus, on peut dire que les fées ont prêté à Madame d'Aulnoy leur baguette pour enchanter ses lecteurs. Marie-Catherine d'Aulnoy meurt à Paris le 14 janvier 1705, à l'âge de 52 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre foisonnante, des mémoires, des récits de voyage, des romans et surtout des contes qui ont contribué à façonner l'imaginaire collectif européen. Et grâce à elle, le conte de fées devient un genre littéraire à part entière, un espace de liberté, de satire et de création féminine. Après cette biographie et cette mise en contexte un peu fleuve, je vous prie de m'en excuser, mais j'y tenais, voyez-vous, pour lui rendre hommage et la rappeler à nous. Passons à l'anecdote littéraire du jour qui franchement vaut le détour et m'a même amené à aller fouiller dans les archives et les procès-verbaux d'emprisonnement de la Bastille, c'est pour dire. Vous vous souvenez de mon ellipse tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'après plusieurs décennies, 2 pour être précise, Marie-Catherine d'Aulnoy avait enfin pu rentrer en France. Eh bien, il se trouve qu'elle avait dû en partir précipitamment suite à un complot contre son mari qui avait échoué. Je rappelle également le mariage infructueux, totalement désastreux donc, entre Marie-Catherine, 14 ans d'un côté, et le baron d'Aulnoy, 3 fois son âge, de l'autre, qui la battait, la trompait à tour de bras, buvait et dépensait sans compter. La mère de Marie-Catherine, Madame de Gudane, qui s'aperçoit assez rapidement qu'elle a poussé sa fille dans les bras d'un ivrogne doublé d'une brute, est également assez rapidement d'accord pour aider sa fille à se sortir de ce mauvais pas. Et c'est alors que mère et fille fomentent un complot. L'idée initiale est quand même somme toute assez simple, mais astucieuse ma foi. Obtenir à la part de 2 accusateurs, qui étaient possiblement leurs amants respectifs, de fausses allégations contre le baron d'Aulnoy, que ce dernier aurait adressées contre le roi. En d'autres termes, faire en sorte que le mari de Madame d'Aulnoy soit accusé et condamné de rien de moins que de crime de lèse-majesté. Pour celles et ceux qui ne visualisent pas très bien ce que le crime de lèse-majesté veut dire, eh bien, il faut se rappeler que les peines allaient de l'emprisonnement à la Bastille à, la plupart du temps, la peine de mort. Voilà. On n'est donc pas tout à fait sur un divorce à l'amiable. C'est sur ce plan initial que donc nos 2 gentes dames passent à l'action. Madame de Gudane rencontre à plusieurs reprises les 2 complices, en public. Elle est déguisée en guenille, parfois accompagnée par Marie-Catherine, elle aussi vêtue de vêtements frustres, pour ne pas être reconnue, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur les versions à raconter sur le baron d'Aulnoy. On se met d'accord pour faire dire au baron d'Aulnoy, je cite, que le roi était un tyran et suçait le sang de son peuple, et puis, eh bien, évidemment, d'autres médisances. Jusqu'ici, tout va bien. En 1669, le baron est bel et bien arrêté suite aux fausses accusations. Mais, évidemment, il se récrie et clame son innocence. C'est quand même un comble. On pouvait l'accuser de vraiment beaucoup de choses, mais pas de ça. Et comme il s'agit tout de même d'un baron, les 2 accusateurs sont interrogés. Comprendre, comme le mentionnent les archives de la Bastille, sans trop de détours, qu'ils sont torturés, ou comme on le disait à l'époque, soumis à la question ordinaire et extraordinaire. Une torture en entraînant une autre, les 2 témoins finissent par avouer qu'il ne s'agissait que de fausses accusations. Je cite une partie des archives. Étant déshabillé, ayant été attaché et bandé, s'est écrié, l'un des témoins donc, qu'il veut reconnaître la vérité et qu'on le soulage. Ayant ensuite été soulagé, a dit qu'il n'a rien su du concert des dépositions, au premier témoin. Mais nous demandons donc si la dame de Gudane n'a pas dit à Lamoisière et à Lemierre de déposer faux. Ah oui, oui, faisant de grands cris. Et si elle et la dame d'Aulnoy n'ont pas suscité Lamoisière et Lemierre de déposer faux? Oui, s'est écrié avec une grande violence et emportement qu'il était tout rompu et qu'il avait le bras cassé. L'avons interpellé de nous dire si les dames de Gudane et d'Aulnoy n'ont pas dessein de faire périr d'Aulnoy. Il sait bien qu'elles ont cherché tous les moyens et qu'elles se sont servies de Lamoisière. Je m'arrête là parce que je vous avoue que vous faire lecture des archives de la Bastille dans le style à la fois fleuri et judiciaire du XVIIe n'est pas nécessairement la chose la plus aisée. Vous l'aurez compris, donc Lamoisière et Lemierre, les 2 faux témoins, avouent
sont ensuite condamnés à mort après avoir été passablement torturés, et le baron d'Aulnoy est libéré. Marie-Catherine, pour sa part, est emprisonnée à la Conciergerie, une prison en plein cœur de Paris où Marie-Antoinette finira également ses jours, à seulement 20 ans, tandis que sa mère, elle, fuit en Espagne où elle demeurera ensuite en exil jusqu'à la fin de sa vie. Heureusement, cependant, pour notre future reine des contes de fées, Madame d'Aulnoy dispose de protectrices influentes. Souvenez-vous, puisqu'elle baignait dès sa naissance dans les cercles de pouvoir et que son père avait été proche du roi. La princesse de Conti, celle qui la rejoindra des années plus tard dans son salon, notamment, se mobilise pour abréger sa peine de prison et écourte son séjour qui ne durera finalement que 20 jours. Mais néanmoins, une fois sortie, sa situation reste malgré tout assez précaire. Elle a, en somme, le choix soit de rejoindre sa mère, fuir à son tour ailleurs, ou retrouver un mari qu'elle a tenté de faire assassiner et qu'on imagine assez mal avoir accueilli la nouvelle de l'accusation de sa femme dans de bonnes dispositions. Le choix est relativement vite fait, Marie-Catherine comprend que sa vie est en danger et elle choisit de prendre la fuite. On sait finalement assez peu de choses sur les circonstances exactes de sa fuite, mais ce que les archives et les sources historiques rapportent est digne d'un roman d'aventure. Elle se serait échappée par un escalier dérobé, cachée sous le catafalque d'une église. Alors vous savez, c'est ce genre d'estrade que l'on trouve au centre des églises, avec une tombe et une statue pour rendre hommage à une dépouille un peu illustre, souvent en marbre, etc. Un petit peu assez énorme et imposant, et puis ensuite elle disparaît. Et là, on ne sait pas grand-chose, parce que commence alors pour elle une vie d'exil et de voyage à travers l'Europe. On perd un peu sa trace et on la retrouve en pointillé au fil des ans. On sait qu'elle sera en Flandre au début des années 1670, puis en Angleterre en 1675. On sait aussi qu'elle va revenir à Paris vers 1676-1677 avant de finalement repartir en Espagne rejoindre sa mère en 1678. Là-bas, sa mère entre-temps bénéficie de la protection des souverains espagnols et puis Marie-Catherine évolue dans les cercles de cour. Elle va observer, écouter, noter, apprendre les codes, les intrigues et les secrets. Ce qui fait qu'ensuite, en 1682, quand elle fera un nouveau séjour en Angleterre avant de rentrer définitivement en France en 1685, il est fort probable qu'à la suite de sa mère qui était devenue espionne à la cour espagnole, elle devienne elle-même espionne à la cour d'Angleterre, puisque c'est grâce à des renseignements qu'elle pourra être autorisée à rentrer en France définitivement en 1685. En effet, en 1685, donc, elle transmet au gouvernement, enfin au roi en réalité, des informations politiques, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'elle s'est réinventée donc en espionne et elle monnaie ses bonnes grâces auprès du roi grâce aux fruits de son espionnage. Louis XIV lui accorde alors la permission de rester à Paris et très peu de temps après, elle deviendra cette grande autrice que nous avons abordée ensemble aujourd'hui. Et c'est ainsi que la boucle, se boucle, après un complot et une cavale de tout de même de nombreuses années. Et voilà, vous connaissez désormais le destin assez fabuleux de Marie-Catherine d'Aulnoy. La moralité de son histoire ne fait pour moi aucun doute. Choisissez bien vos amis à qui vous demanderiez de dénoncer quelqu'un, sous peine de vous retrouver autrement vous-même derrière les barreaux, à la place de la personne que vous vouliez faire enfermer. Et oui, comme on parle de contes de fées, je me suis dit que trouver une moralité à l'histoire, même si elle est douteuse, était tout à fait de mise aujourd'hui. Et si vous voulez la lire, n'hésitez pas à feuilleter ces contes ou le recueil qui en rassemble plusieurs de Madame d'Aulnoy, mais également d'autres conteuses du XVIIe siècle, sous le titre Finette Cendron et autres contes féministes du XVIIe siècle. J'espère que cette anecdote vous a plu et si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à partager cet épisode autour de vous. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dessous de la langue. À très bientôt!